Rémi, bonne question. Bien sûr que pouvoir faire ses débuts en Formule 1 aussi vite que possible, ça peut paraître être une bonne solution. Ça peut aussi être un piège et ce pourrait être un piège pour Oscar Piastri parce que cette Williams, vous l'avez constaté, elle n'est pas très performante. Alex Albon arrive à en faire quelque chose de plus que correct, mais ça reste une voiture difficile à piloter et on voit à quel point Nicolas Latifi, qui a pourtant déjà un peu d'expérience en Formule 1, ne s'en sort pas. Oscar Piastri, lui, il va faire ses débuts au volant de l'Alpine en tant que troisième pilote, donc sur un vendredi, première séance d'essai libre. Un petit peu plus tard dans cette saison, ce sera déjà de l'expérience accumulée pour lui. Maintenant, le plonger dans le grand bain des Grands Prix, faire effectuer ses premiers tours de roue, prendre un premier départ en Formule 1 au volant d'une voiture si difficile, ce ne serait peut-être pas lui rendre service. Il a l'occasion avec Alpine d'apprendre à maîtriser et à découvrir l'environnement d'une écurie en participant à tous les briefings, toutes les réunions, en étant présent au simulateur, etc. Donc, il a déjà quelques bases intéressantes. Par contre, attendre que l'année prochaine, la monoplace, la Williams pour ne pas la nommer, soit sans doute meilleure et ainsi faire ses débuts en début de saison en ayant fait les essais hivernaux serait sans doute plus propice. Donc attendons l'officialisation de sa titularisation, mais ça ne devrait pas venir avant la saison prochaine. Capitao, oui, le pilote de la voiture de sécurité attend pendant tout le Grand Prix à la sortie de la voie des stands, prêt à bondir s'il y a un problème. Il est, on le rappelle, équipé comme un pilote, hein. Il est sanglé, casqué, dans une combinaison, dans une voiture de route, mais très performante. Et à ses côtés se trouve un assistant qui lui permet de gérer notamment les lumières sur le toit de sa voiture et puis les communications radio avec la direction de course qui lui donne ses instructions. Ce n'est pas le pilote de la voiture de sécurité qui décide de rentrer en piste, vous l'avez bien compris, il répond à des ordres qui viennent de la direction de course. Mais pendant tout le Grand Prix, effectivement, il reste moteur tournant, le moteur n'est jamais coupé, sur la sortie de la voie des stands, prêt à rentrer en piste. Il faut savoir aussi que le pilote de la voiture de sécurité, qui se nomme Bernd Maylander, et le pilote de la voiture médicale s'entraînent le jeudi après-midi. Il existe 2 safety cars et 2 medical cars. Si l'une tombe en panne, les pilotes ont toujours une deuxième voiture en secours, mais ils sont évidemment toujours à leur poste, que ce soit pendant les Grands Prix de F1, mais également sur les courses annexes que sont la F2 et la F3. Geoffrey, c'est pas aussi simple que ça. Faire une croix sur 2022, ça n'est pas possible parce que les règlements 2023 seront quasiment identiques à ceux de cette année. Ce qui signifie que si Mercedes ne comprend pas l'origine de ces problèmes, n'arrive pas à profondément améliorer la situation, ils ne pourront pas construire une bonne voiture 2023 pour essayer de glaner à nouveau des titres mondiaux. Donc ils ne peuvent pas sacrifier, faire une croix sur cette saison. Ils doivent continuer de comprendre, d'améliorer sans cesse la situation et seulement ensuite ils seront en mesure de concevoir une monoplace 2023 mieux réussie. Alors Johnny, c'est une bonne question parce qu'on est à un moment presque central du championnat. On approche de la mi-saison. On a connu plusieurs étapes, bien sûr celle du lancement avec les nouvelles monoplaces que les écuries comprenaient plus ou moins bien. Et puis il y a une première phase d'évolution autour de Barcelone notamment pour essayer de corriger un petit peu le tir. Et là on arrive à une deuxième phase au moment de ce Grand Prix de Grande-Bretagne avec des évolutions sur beaucoup de monoplaces, notamment chez Mercedes. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Il reste encore beaucoup de Grands Prix à disputer et donc beaucoup d'opportunités de comprendre, d'améliorer et d'être encore plus performant. Donc il y aura encore des évolutions à apparaître sur les voitures, mais effectivement, avec cette limitation de budget, certains ont déjà beaucoup utilisé leur crédit, d'autres un peu moins. Donc l'importance des évolutions et le rythme des évolutions, lui, il va évoluer d'une écurie à l'autre. Mais il reste suffisamment de Grands Prix pour qu'on ait encore des monoplaces qui évoluent jusqu'à la fin de la saison.
Alors Ben, oui, toutes les écuries ont les mêmes pneumatiques et désormais les mêmes jantes. C'est une obligation réglementaire. Il y a un appel d'offres a été fait par la FIA et c'est la marque BBS qui l'a remporté. Donc, auparavant, chaque écurie pouvait dessiner des jantes différentes. Certaines avaient même trouvé des astuces pour mieux gérer la température de leurs freins et de leurs pneumatiques. Désormais, ça n'est plus possible. Toutes les écuries ont exactement le même modèle de jantes. Ce que vous voyez en revanche sur la façade de ces jantes, ce qu'on pourrait appeler des enjoliveurs, ces caches de roues, eh bien, sont fabriquées par chacune des écuries, mais sur le même modèle. Donc, il n'y a pas de possibilité de se différencier là aussi, même si la construction revient à chacune des usines de Formule 1. Alors, il faut d'abord dissocier les différentes lumières qui se trouvent sur les Formule 1. Il y a ces lumières qui sont intégrées à l'aileron arrière de manière verticale. Et puis, il y a ce feu central qui est placé un petit peu plus bas et qui est installé sur ce qu'on appelle la crash box, qui est la zone, en cas d'accident, qui se comprime pour éviter de trop gros dégâts sur la voiture. Ces différents feux ont plusieurs fonctions. D'abord, une fonction de prévention lorsque les conditions météo sont mauvaises, qu'il y a beaucoup d'eau sur la piste, que ça lève énormément de spray. Eh bien, ça permet aux voitures suiveuses de distinguer la voiture devant. Ce feu reste en permanence allumé dans ces conditions. Et puis, il y a le moment où les voitures font de la récupération d'énergie. Et lorsque les voitures sont dans ce mode de récupération, elles clignotent, les feux de ces voitures clignotent. Ça permet aux pilotes qui suivent de constater que la voiture devant est en train de récupérer de l'énergie, donc est en train de freiner dans une zone où ce n'est pas forcément le moment en temps normal d'effectuer un freinage. Donc c'est pour que les pilotes suiveurs ne soient pas surpris par le phénomène de récupération d'énergie. Et puis un dernier cas de figure, c'est ce feu central qui peut clignoter vert, et ça veut dire qu'à bord de la monoplace qui clignote se trouve un pilote rookie. Lorsque le feu est au vert, c'est comme si vous colliez un A sur votre vitre arrière, sauf qu'en Formule 1, il n'y a pas de vitre arrière. Alors Thomas, on ne peut émettre que des hypothèses sur pourquoi l'absence de suspension active en Formule 1. Il faut rappeler que ces suspensions actives ont été interdites à la fin de l'année 1993 et qu'à partir donc de 1994, les F1 n'étaient plus équipés, ce qui a aussi pu expliquer les difficultés de Williams à cette époque-là. La suspension active, quel était son rôle? C'était de permettre de conserver une assiette de la voiture le plus droit possible. Le but du jeu en Formule 1, c'est que la monoplace soit le plus plat possible par rapport au sol en toutes circonstances. Quand elle passe sur une bosse, sur un vibreur, dans un virage où elle est censée être un petit peu plus penchée, les suspensions actives permettaient en temps réel et en permanence d'équilibrer l'assiette de la voiture pour qu'elle soit toujours le plus plat possible par rapport au sol. Ça, c'était la fonction de ces suspensions actives. Et c'est vrai qu'avec le phénomène de marsouinage ou de rebond, on pourrait, grâce aux suspensions actives, compenser toutes ces oscillations des monoplaces et ainsi garder en permanence l'assiette de la voiture à l'horizontale. C'est interdit pour sans doute différentes raisons. Pour des raisons de coût, parce que ce serait un armement technologique extrêmement important dans lequel seraient obligés de se lancer les écuries. Ce serait beaucoup de dépenses et ça rendrait les monoplaces extrêmement performantes. Si en permanence les voitures seraient dans la position absolument idéale, elles seraient tellement performantes qu'on dépasserait peut-être les possibilités des circuits en cas d'accident. Les voitures iraient extrêmement vite dans les virages parce qu'elles seraient toujours à plat, elles vireraient toujours à plat et ça pourrait engendrer des problèmes de sécurité. Donc, pour des questions de coût, d'armement, de performance des voitures et donc de sécurité, toutes ces raisons, on peut imaginer, font qu'aujourd'hui la FIA ne souhaite pas voir un retour des suspensions actives en Formule 1.